Monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver pour votre journal. Voici les principaux titres de cette édition de ce soir. La délégation de la Commission des lois du Sénat arrive à la fin de sa mission au Fénois. Son objectif était de comprendre le fonctionnement institutionnel et politique de la Polynésie française, de connaître le quotidien des habitants. Pour en parler, nous accueillons Jérôme Durin, sénateur de la Saône-et-Loire. Marina déclare sa flamme aux Jeux Olympiques. Elle sera la 8e commune à voir passer surtout la torche à l'occasion de son tour de l'île. Course à pied, BMX, golf ou surf, c'est le menu de notre traditionnel journal des sports. C'est en deuxième partie de journal. La mission de 10 jours des sénateurs de la Commission des lois s'est achevée aujourd'hui par la visite du marché de Papeete. Un passage obligé pour connaître la vie des Polynésiens et comprendre ses spécificités, comme nous le montre Esther Parot-Cordette. Sous une pluie battante, le marché de Papeete s'ouvre à la délégation de la Commission des lois du Sénat. Un lieu incontournable où sont vendus une multitude de produits polynésiens. C'est pour ça qu'on vient, pour voir les habitants, les gens de Papeete, les commerçants, les pêcheurs, tout le monde, pour voir la vie du territoire, c'est d'abord ça. C'est pour ça qu'on est venu de bonne heure ce matin, puisque nous arrivons de Moorea. Et c'est une visite très enrichissante. Il y a quand même un contraste où nous avons beaucoup de produits du Fénois, poissons, les fruits vivrières, tout ça. Mais malheureusement, surtout la nouvelle génération, on a beaucoup tendance à plus manger tout ce qui est sucré dans notre pays, alors que nous avons quand même de la matière ici au Fénois. Oui. Gastronomie polynésienne ou chinoise, rien n'échappe aux sénateurs, même les pois rôtis, les porcs croustillants ou laqués, chers aux Tahitiens. On mange bien ici? On mange bien, on mange beaucoup, bien. Tous les produits sont bons, c'est excellent. On n'a pas faim, mais on finit par manger tout ce qu'il y a sur la table. On a découvert beaucoup de plaisir de la gastronomie polynésienne et c'est vrai que c'est très très bon. Le marché de Papeete, c'est plus de 5000 visiteurs chaque dimanche. Au détour de l'allée, les sénateurs croisent le ministre des Finances. J'étais pas du tout au courant qu'ils étaient là aujourd'hui. C'est une belle surprise. Je sais que c'est de leur dernière journée et je vois qu'ils sont bien accompagnés par notre sénatrice. C'est quoi ça? Tout est quasiment passé en revue, même l'artisanat local. Vous avez des artisans remarquables parce qu'il y a la perle, mais il y a aussi la mettre en valeur avec la bague, le collier, et c'est vraiment remarquable. On a un petit échantillon de tous les produits qui peuvent être réalisés. Bon, il y en a bien d'autres encore, mais une bonne partie d'articles et de produits qu'on peut réaliser en Polynésie peuvent se trouver au marché de Papeete. Le président de la Commission des lois du Sénat repart avec des sachets de vanille pour ses collaborateurs et laisse un mot dans le livre d'or. Il n'est que 7 heures et déjà, nos papilles sont en éveil. Un très grand merci pour cette belle visite et aussi pour cet agréable séjour de travail pour la Commission des lois du Sénat. La délégation de la Commission des lois du Sénat rentre ce soir dans l'Hexagone. Durant 10 jours, les 7 parlementaires dont Lana Tetuanui et Tevaro Fritsch ont rencontré le gouvernement de l'Assemblée de la Polynésie française, les communes, les partis politiques, l'État, les organisations patronales et les maires. Comprendre le fonctionnement institutionnel et politique de la Polynésie et ses attentes en matière d'évolution statutaire, c'était l'objectif. Et pour en parler, nous recevons le sénateur de la Saône-et-Loire, Jérôme Durin, Yorana. Alors, monsieur le sénateur, ça bouge beaucoup dans les collectivités d'outre-mer. La Guyane demande un statut d'autonomie, une réforme institutionnelle est en réflexion pour la Martinique et la Polynésie est en quelque sorte un laboratoire institutionnel, si on peut appeler ainsi, souvent cité comme exemple. C'était important pour les membres de la délégation de comprendre sur le terrain les besoins et les attentes locales. Oui, la commission des lois du Sénat, son métier, c'est la police, la justice, les institutions et les collectivités locales. Donc, c'est notre travail de venir ici.
Et dans une période, vous venez de le dire, où la question institutionnelle se pose, l'autonomie, la différenciation sont des termes qu'on retrouve beaucoup dans les collectivités locales en ce moment. C'est intéressant de voir comment se fonctionne la Polynésie, qui est la collectivité locale qui a le plus grand statut d'autonomie en France. Donc ce qu'on veut comprendre, c'est ce que ça produit comme politique publique, comment ça s'articule entre l'État, entre le pays, entre les communes, les uns avec les autres, et écouter tout ce que les acteurs locaux ont à nous dire, les Tavana, qu'on a pu rencontrer, nombreux, et qui nous ont expliqué quelles étaient leurs demandes, leurs besoins, les limites du statut. Voilà, donc c'est ça qu'on est venu voir, effectivement, dans un territoire qu'on a découvert en avion, en bateau, qui est aussi grand que l'Europe, et on comprend mieux l'insularité et puis la très grande taille de ce territoire, qui est d'ailleurs très différent, qu'on aille des Marquises à Maupiti, Moorea, Papeete. Voilà. Chaque archipel a sa spécificité. On n'a pas pu les voir tous, mais on comprend bien qu'il y a des demandes particulières un peu partout. Votre mission s'inscrit dans le cadre du lancement aussi donc de la mission sur l'évolution institutionnelle des Outre-mer lancée par Emmanuel Macron. Et en matière de collectivité territoriale, le Sénat joue un rôle majeur. C'est bien ça? Oui, le Sénat, c'est la chambre des territoires. Donc nous sommes tous les élus des territoires, nous travaillons avec les maires, nous sommes les élus des élus. Et on est particulièrement attentifs à leurs demandes, pour que ces élus puissent faire le meilleur travail possible pour les populations. Quand on vient ici, on vient évidemment s'intéresser aux institutions, mais on veut aussi voir quels sont les services qui sont offerts à la population. Dans le quotidien, quand on est au marché ce matin, c'est aussi pour comprendre la réalité économique de la Polynésie. On a parlé de mobilité, on a parlé d'infrastructures, on a parlé d'eau, on a parlé d'assainissement, les maires nous ont parlé des questions budgétaires. Voilà, le travail qui est le nôtre, c'est de comprendre comment l'articulation des compétences de l'État, du gouvernement et des communes peut produire du bon service public, de bons services à la population. Et c'était ça notre attente, et on a été d'ailleurs très bien reçus. Je veux dire ce mot-là, la qualité de l'accueil, la gentillesse de l'accueil qui nous a été réservé était exceptionnelle. Et une évolution institutionnelle de la Polynésie pourrait intervenir dans quel délai? Alors, notre travail, ça n'est pas de produire un rapport qui dira, ce sera fin juin, début juillet, qui dira il faut changer. Nous, on est à l'écoute de ce que les Polynésiens expriment, et d'ailleurs, ils n'expriment pas tous les mêmes choses. Dans certains territoires, je pense aux Marquises, ils nous disent nous on est très loin, on est à 1400 km, il faut qu'on travaille un peu différemment. On est allé voir d'autres îles où on nous dit moi finalement j'ai pas de problème de compétences, je veux juste que l'État fasse bien son travail et que le pays fasse bien son travail. D'autres nous ont dit, je pense à ce qui se passe du côté de Terre-à-Manou, on a besoin d'avoir des projets de développement qui sont portés par nous-mêmes, les élus locaux, par le pays, par l'État. Voilà, donc les différences, elles sont empreintes de nuances. Justement, tout le monde ne dit pas la même chose. Justement, vous êtes parti dans toutes ces îles. Que pensez-vous, que retenez-vous justement de cet éclatement géographique et de ces contraintes? Que le besoin de différenciation, le besoin d'articulation des compétences entre l'État, le pays et les communes n'est pas le même partout. Je pense que ce qui nous a été dit par la CODIM, du côté des Marquises, on comprend que leur réalité à eux, elle nécessite, de leur point de vue, une adaptation des compétences. Donc nous, notre travail, c'est pas de choisir pour les Polynésiens, c'est de bien comprendre comment ça fonctionne, de bien comprendre les petits points qui fonctionnent mal, et puis de voir quelles sont les pistes d'amélioration. Mais on est évidemment à l'écoute de ce qui sera dit par les Polynésiens, et notre rapport, il sera d'abord un rapport de constat local, ancré, parce que désormais, la Commission des lois du Sénat, elle sait concrètement ce que veut dire vivre en Polynésie, avec toutes les contraintes et les ressources qu'on y trouve. Côté indépendantiste, vous avez vu le président du pays, le président de l'Assemblée, la rencontre avec Oscar Temaru a connu un contretemps, mais elle se tiendra peut-être à distance. Avez-vous distingué plusieurs visions, d'ailleurs, au sein du Tavini?
On n'est pas là pour apprécier, mesurer les différences entre les uns et les autres. On est là pour écouter ce qui se dit. Donc effectivement, on n'a pas pu voir Oscar Temarou, mais peut-être que ça pourra se faire en visio. Notre travail n'est pas complètement fini d'ailleurs, puisqu'il faut aussi qu'on rencontre les administrations centrales à Paris pour qu'elles nous disent comment, vu de l'État, le travail se fait avec la Polynésie et les collectivités locales. Mais notre sujet à nous, ça n'est pas de juger les uns ou les autres. On a rencontré tout le monde. On a rencontré les indépendantistes, on a rencontré Édouard Frisch, Nicole Sanquer, Gaston Floss, nos deux sénateurs, Léna Tetuani et Teva Rofritsch étaient là avec nous. Donc on a à l'oreille toutes les nuances, toutes les sensibilités, toutes les demandes. Et c'est ce qui va nourrir notre rapport. Vous n'êtes pas allé dans les Tuamotu, dans ces îles très isolées, donc des petites communes qui se sentent souvent oubliées. Ça ne manque pas dans votre tour d'horizon? Si, il y a bien, mais beaucoup de choses manquent. On n'est pas allé dans l'archipel des Australes, on n'est pas allé au Gambier, on n'est pas allé dans les Tuamotu, mais on a quand même rencontré des élus, des représentants de l'État, la justice, la gendarmerie, le haut-commissaire, qui nous ont fait part des besoins, des difficultés, de l'organisation de l'État, du travail avec les collectivités. C'est des choses qui peuvent se faire par ailleurs. Et puis, on lit beaucoup, on rencontre, on écoute, on lit beaucoup. Donc, je pense qu'on aura quand même une idée très juste de ce que vivent les Polynésiens. Et d'ailleurs, je vais avoir un petit mot pour ceux qui ont été gênés ou qui sont dans la détresse après les intempéries, parce qu'on a vu qu'il y a eu de grosses intempéries cette nuit et ce matin. Et j'espère que beaucoup ne sont pas trop affectés. Vous l'avez sans doute constaté, la vie est beaucoup plus chère ici que dans l'Hexagone. Cette meilleure connaissance de la vie locale, vous allez en faire quoi? On va faire un rapport, on va pouvoir expliquer chacun dans notre groupe, parce que nous sommes une délégation transpartisane, il y a des républicains, des socialistes, des écologistes, des centristes. On va pouvoir expliquer des gens qui de la sensibilité d'Emmanuel Macron. On va pouvoir expliquer très concrètement ce qu'on a vu, comment fonctionnent les institutions, quels sont les problèmes économiques, sociaux qui se posent, sanitaires. Et ce travail, c'est un rapport qui sera mis à la disposition de son président, Gérard Larcher, de tout le Sénat, et donc qui permettra, quand des textes viendront, de mieux apprécier les demandes qui sont formulées. C'est des fois un simple amendement en fin de soirée, déposé par un de vos sénateurs, et du coup, on saura dire en quoi c'est important pour la Polynésie française. Merci beaucoup, Jérôme Durin, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes donc un sénateur de la Saône-et-Loire. Des épisodes de pluie intense, des orages et de fortes rafales de vent. La nuit a été agitée à Tahiti. Du mauvais temps est arrivé la nuit passée et s'est poursuivi dans la matinée, provoquant des inondations sur la route en quelques chutes d'arbres. Un grand falcata s'est notamment écrasé sur la route à l'entrée du lotissement Punui à Tohutu. La circulation a été bloquée durant quelques heures dans l'après-midi. Le temps s'est nettement amélioré. Aux Australes, de fortes pluies sont à prévoir à Rapa, placé en vigilance orange. Et à moins de 100 jours du passage de la flamme olympique au Whenua, Marina peaufine son organisation. La commune sera la 8e à l'avoir passé durant son tour de l'île. De son arrivée dans la baie de Matavai à la sortie, Marina compte bien offrir un accueil mémorable dont Laure Philibert nous donne un avant-goût ce soir. Elle se prépare depuis des mois. La commune de Marina sera l'une des étapes du Tour de la Flamme olympique au Whenua le 13 juin prochain. La torche partira de Te Ahupu'o pour arriver à Papeete en passant par la Pointe Vénus à la mi-journée. On déclare notre flamme à l'olympisme, mais c'est aussi déclarer aussi notre flamme aux valeurs du sport. Donc c'est avec une grande fierté que Marina a été choisie pour le 8e segment du parcours de la flamme. Un parcours en pirogue, en Atawati. Et avec toute la dimension patrimoine culturel de l'histoire qui fait la fierté de Marina, de la baie de Matavai jusqu'à l'arrivée à la Pointe Vénus, qui sera repris en charge par le relais, et pour terminer au stade communal, avec des chants qui seront entonnés par l'ensemble des élèves de la circonscription numéro 9. Durant l'étape, le tronçon entre la route de Ceinture et la Pointe sera fermé. Un tel événement requiert une sécurité maximale. Ça fait 3 mois qu'on s'intéresse. On cherche comment organiser, comment
mettre en place. C'est normal qu'on réquisitionne tous les agents parce que c'est quand même un événement. C'est comme si c'est le président qui passe. C'est par la mer que la flamme devrait arriver dans la commune, dans Sevaa, tout juste livré sur le site. On a vraiment voulu mettre en avant l'historique de notre commune, l'arrivée de nos navigateurs sur notre plage, sur notre belle plage. Et donc oui, on a essayé d'avoir justement le plan d'eau et pour avoir cette partie historique de notre commune. Les enfants de la commune seront les premiers acteurs de justement cette arrivée de la flamme à Mahina. Dès que le Tawati Beach à la pointe, le premier relais est donné. Et en tout, on a 7 relais qui vont s'enchaîner jusqu'au centre du stade de Vénus. Nous aurons un champ d'accueil à l'intérieur du stade. Déjà, ce qui était primordial pour nous, c'était que la flamme arrive sur l'eau pour l'histoire. On sait que les grands navigateurs sont arrivés à la pointe. On a envie de mettre en avant notre commune, qui est une belle commune, les gens qui y vivent. Les 1400 élèves et personnels enseignants participeront à la cérémonie habillés aux couleurs des anneaux olympiques. Parmi les porteurs, Haumana, 13 ans, joueur de l'équipe de foot de Vénus. Je ne sais pas exactement où je vais courir, mais je sais que ça sera entre la pointe Vénus et le stade de Mahina. C'est incroyable que la flamme passe par Mahina chez nous. Des affiches d'information sont déjà collées dans les rues. En début de semaine prochaine, la commune installera 7 banderoles sur le rond-point qui mène de la RT2 à la pointe Vénus pour préparer la population et l'inciter à participer. Rimatara ambitionne de devenir une commune en santé. Et donc, en voie d'obtenir ce label, le dispositif destiné à améliorer l'état de santé de la communauté a été déployé en 2023 et plus d'une vingtaine d'actions ont déjà été lancées. Le reportage de Moya Piron sur des images de Samuel Ravatoa-Smith. En 2021, le CGA de Rimatara a obtenu le label École en santé et l'infirmerie de Lille, celui de Faréa. Et c'est ce qui a encouragé la municipalité à chercher à obtenir le label Commune en santé. L'objectif, améliorer la qualité de vie des habitants en créant un environnement favorable à une bonne santé. On a vu des avancées mais considérables en matière de l'hygiène alimentaire, en matière de la surveillance de la qualité de l'eau, de l'environnement, du tri des déchets. C'est des actions que nous suivons à distance. Des actions qui ont un impact sur le comportement des habitants, sur leur environnement et leurs conditions de vie. La commune encourage aussi les habitants de l'île à revenir vers une alimentation plus saine. Il faut que les gens retournent dans ce qu'ils mangeaient avant, habituer nos enfants au goût de l'île. Ils n'ont pas toujours fait venir des choses de Tahiti. On n'a pas besoin, parce que là on est en train de se créer des besoins qu'on n'en a pas. La municipalité a par exemple interdit les produits importés comme les chips et sodas pendant les festivités du Turei. Le maire estime qu'avec tous les produits de la terre et de l'élevage, il y a à Rimatara tout ce qu'il faut pour manger sainement. Les taros, il y a 1000 façons de le faire. Parce que peut-être on ne connaît que 2 manières de cuire le taro ici. Ça s'arrête là. Le ourou, les frites de ourou, ça n'a rien à voir avec les frites de pommes de terre. Maman a jeté les frites de pommes de terre. Les frites de ourou et les chips de taroua. C'est un régal. Donc voilà, je pense qu'il faut habituer nos enfants à manger tous nos produits. Outre l'alimentation, l'activité physique et l'environnement, ce label veut aussi protéger les richesses naturelles de Rimatara et en préserver les savoir-faire comme l'artisanat et les pratiques usuelles propres à l'île comme l'entraide. Ce programme qui doit impliquer toute la population de l'île est conduit par un comité de pilotage composé d'élus et d'acteurs locaux, un comité accompagné par la subdivision santé des îles australes. C'est une bête de scène que certains n'auraient manqué pour rien au monde. Le chanteur français M a donné son premier concert hier soir sur le moto de l'Intercontinental de Fa'a. Une expérience intimiste autant qu'énergique et survoltée que l'artiste renouvelle ce soir avec des artistes locaux et beaucoup de surprises. Thomas Chabrol. Bienvenue au baptême de Monsieur L'auteur des titres La Bonne Étoile, Machistador ou encore Qui de nous deux, pour la première fois sur la scène à Tahiti, le public aime.
Le spectacle du chanteur et guitariste Mathieu Chédid, alias M, est sublimé par la présence de la bassiste Gail Ann Dorsey, une pointure qui pendant des années a accompagné David Bowie. On adore parce qu'il y a beaucoup de spectacles au moment de ce concert et que c'est quelqu'un qui est génial. C'est les paroles, tout le show qu'il y a autour qui est super. Sous les feux des projecteurs de cette scène polynésienne, M joue la carte du partage et de la confiance pour mettre en lumière des musiciens et des artistes locaux. Chaque concert doit être unique et chaque concert doit être dans l'empreinte de sa culture, de ses origines, j'ai envie de dire, de sa vibration. Donc c'est ça qui est le plus important, c'est que ce soit à l'image du lieu, parce que sinon c'est robotique de faire des concerts. Donc il faut arriver à leur donner une empreinte. Et là, c'était merveilleux d'avoir toutes ces rencontres, ces grands musiciens et ces belles âmes, quoi. Dans son univers onirique, il embarque avec lui Tatiana, une chanteuse choisie sur un poste vidéo. Elle l'accompagne sur le titre Nombril du 7e album. Le monde relie nos petits nombrils. Vraiment, il l'aide, il est présent et en fait, il a une aura qui est tellement douce, agréable, gentille, qu'en fait, tu stresses, mais tu stresses pas en fait, parce que il est là, il est présent et avec sa gentillesse et son grand cœur. Et la Polynésie inspire M. Le compositeur et guitariste a même écrit une nouvelle chanson, une ode au récif corallien. Mathieu Chédid, guitariste hors pair, n'a pas hésité pour intégrer dans ses standards des sonorités de ukulélé. Séduit par le talent de Tieniena, professeur au conservatoire, et par les voix des collégiens de Taravao, M crée un moment inédit face au public. Je me suis plongée dans ce monde grandiose et je ne peux que le remercier et puis remercier tous ceux qui m'ont entourée et merci aussi aux enfants aussi. Je vis ce moment à fond. Je le vis à fond et avec humilité, respect et beaucoup d'amour. C'est un grand artiste connu. Et d'avoir chanté en plus avec lui sur scène, c'est vraiment incroyable. Hein. C'est une explosion d'émotions et c'est un moment inoubliable. Exactement. Après une longue tournée qui s'est achevée au mois de décembre, Mathieu Chédid poursuit son aventure musicale. Le chanteur a sorti son 7e album studio Rivalité en 2022. Entre rêve et réalité, le public de Tahiti a été conquis. Et comme à l'accoutumée, on continue avec notre rubrique consacrée au sport. Et oui, une rubrique où l'on mettra la jeunesse en avant avec du BMX, du golf, du surf, de la course à pied et du VA. C'est tout de suite. Allez, direction l'Irarumataï. Pour la deuxième année consécutive, l'équipe Vanilla a remporté hier la 29e édition des foulées de Réatea. Et la course en relais autour de l'île sacrée a rassemblé près de 150 coureurs. Une course pleine de rebondissements. Le reportage de Jessica Doucet. Le jour s'est à peine levé que les 9 équipes étaient sur la ligne de départ, top à 6 heures face au marché du Tourois et c'est parti pour 10 heures de footing autour de l'île. Une course relais longue de près de 100 km. Les changements se font tous les 5 ou 10 km selon les équipes. Un départ groupé est organisé tous les 10 km afin d'éviter un trop grand écart entre les athlètes. Parmi les participants, des habitués comme la team Teheri Maru. Il y en a deux dans la team qui font 2 x 10, donc qui font 20 km, dont Léna. Ouais, là ça cravache. Pas habitué, mais voilà, un plaisir de partager ça en équipe, de faire le tour de l'île avec une ambiance très sympa, accueillante et ça fait plaisir. Chaque année, l'événement attire de nouveaux adeptes. Pour cette 29e édition, la team Air Moana, composée essentiellement d'employés de Réatea et Tahiti, y ont fait leur premier pas. La composition, on l'a fait au feeling, on l'a fait au ressenti et la team, elle est parfaite. Elle est composée de qui? Des agents? Des meilleurs. Là, on n'est que à la moitié et on espère que ça reste comme ça jusqu'à la fin. Après une pause et un ravitaillement d'une vingtaine de minutes à mi-parcours au rythme des ukulélés, les coureurs se remettent en route. 50 autres bornes les attendent. Malgré la chaleur et la fatigue occasionnées, les distances se sont avalées.
Avec quelques difficultés durant le parcours, l'équipe Vanira remporte l'édition avec un chrono de 8 heures, 3 minutes et 9 secondes dans la catégorie Top Gun. Hava Iron et Tepoa la 2e et 3e place. Il y avait du niveau cette année. Les autres années, quand on venait, on gagnait facilement. Et cette année, c'était pas facile aussi. Dans la catégorie loisirs, les Tsantsan et les Tsatsi sont en tête. Air Moana prend la 2e place. C'était palpitant parce que ça a bougé du matin à l'après-midi. Et sur les 3 derniers relais, il y a des places qui ont sauté. Donc les premiers sont passés 2e et dans les 2 catégories. Donc c'était fun à regarder. Après, on a eu du beau temps, des bonnes conditions. Voilà, c'était top. Le rendez-vous est pris pour la 30e édition prévue le 26 avril 2025. Et retour sur Tahiti avec du BMX. 25 riders étaient sur la piste de FEIPI pour tenter de décrocher les titres de champion de Polynésie. Et oui, plusieurs catégories étaient engagées. La nouvelle génération s'est bien sûr illustrée et d'anciens pilotes ont fait leur retour sur le circuit. Les temps forts dans ce reportage. Ils dévalent les pentes, négocient les virages et enchaînent les bosses avec aisance. Ces jeunes passionnés de vitesse disputent le seul championnat de Polynésie de l'année avec la même ambition que les adultes, passer la ligne d'arrivée en tête. Et à ce rythme, dur pour les anciens de rester aux avant-postes. Ouais, c'est clair, les jeunes sont au rendez-vous et ils sont hyper chauds, ça fait plaisir. Pour les plus vieux, on va dire, pareil, ils restent accrochés, ils sont motivés par la discipline. Et forcément, quand les papas s'y mettent, les enfants sont obligés de suivre derrière. Le BMX polynésien est en pleine ascension. Pendant les 2 semaines de vacances scolaires, une dizaine de pilotes ont enchaîné les courses avec succès sur les pistes néo-zélandaises. Parmi eux, les cousins Kalani et Heinoa Elm. Ils ont participé à la Te Aroha Meeting, la Paeroa BMX Race ou encore la prestigieuse Mountain Riders, une compétition qui a réuni près de 600 pilotes. C'est la course de Mountain Riders, c'est la Rodeo Cup. Pour moi, c'était la meilleure avec aussi tous les meilleurs riders de Aotearoa. Et aussi, je me suis bien amusée. Et je me suis classée 2e au classement général. Face à cet engouement croissant, la fédération locale envisage de donner un coup de neuf à cette piste de FEIPI qui reste aujourd'hui le seul circuit de BMX au Whenua. Et là, avec les échanges en Nouvelle-Zélande, pour préparer aussi les Océaniens de février 2025, donc il faudrait vraiment avoir de bonnes sensations pour les pilotes. Il faut qu'on y songe vraiment à reconstruire une piste. Donc j'invite aussi le pays à pouvoir aider la fédération ainsi que la SFEIPI qui donne à disposition ce terrain de BMX. Heinoa Elm, Whaio Taya, Roman Wong, Matawhenua Huhina et Teo Roche sont les grands vainqueurs. Les Riders se donnent déjà rendez-vous le mois prochain pour la Coupe de Polynésie. Et nous parlions à l'instant de jeunes riders qui étaient à la conquête des pistes néo-zélandaises. Ce soir, nous recevons l'un d'entre eux, Bruce Gobré, accompagné de son papa, notre célèbre King national, Rocky Gobré. Yorana, messieurs. Yorana. Alors Bruce, on va pas trop tarder. Hein. Tu as participé au championnat de Polynésie, mais cette année, donc tu es passé, ça s'est passé hier, me semble-t-il, et tu es passé dans la catégorie supérieure. Comment ça s'est passé pour toi aujourd'hui? J'ai fait tout ce que je pouvais. J'ai été 2e et bravo à mon copain Heinoa. 2e, mais quand même avec... tu as des riders un peu plus âgés que toi maintenant. Hein. C'est pour ça que tu es passé un peu... En fait, tu as été un peu surclassé. C'est ce qu'on peut dire? Oui. Bon, mais ça fait partie du jeu. Heinoa a été à la hauteur et il a gagné. Il n'y a pas de... Bruce est un bon compétiteur, un bon perdant aussi. Et il n'y a pas de souci à ce niveau. Alors, Rocky, pendant 15 jours, tu as accompagné donc Bruce en Nouvelle-Zélande. Qu'est-ce qui vous a motivé à aller sur les circuits néo-zélandais? Alors, d'abord, je remercie tous les riders polynésiens qui sont allés parce que la Polynésie a fait fort en Nouvelle-Zélande. Kalani, Heinoa, Bruce, et bien d'autres encore, le petit Aaron San, tous ces champions-là, Roman, ils ont fait fort, ils ont fait une bonne expression à Auckland. Le but, c'est que nos petits évoluent. Aujourd'hui, à Tahiti, on ira avec 2, 3, maximum 4 riders sur le départ. À Auckland, ils sont 60, 80. Donc, ils font 8, 9, 10 races pour pouvoir se qualifier pour les demi et pour les finales. Donc, il y a du monde, il y a du niveau. Le niveau en Nouvelle-Zélande est très fort.
Et nous, notre but avec Bruce, c'est d'améliorer, que ça reste aussi un plaisir pour lui, mais d'améliorer d'évoluer à chaque fois qu'il a. D'ailleurs, aujourd'hui, il gagne quand même pas mal de compétitions. Il en a gagné encore 2 là. Il est arrivé 5e aussi à la Mountain Rider, qui réunit les plus grands riders de la Nouvelle-Zélande. Donc, je pense que pour nos compétiteurs polynésiens, c'est d'améliorer leur performance par rapport à la Nouvelle-Zélande. Alors Bruce, est-ce que tu peux nous citer quelques compétitions où tu as participé là-bas en Nouvelle-Zélande et nous raconter comment ça s'est passé aussi? Oui, ça s'est bien passé. J'ai essayé d'être dans les 3 premiers et voilà. Alors c'était quoi la plus grande compétition pour toi? Le nom de la compétition et pourquoi ça t'a fasciné? Parce que ma compétition, c'est Mountain Rider. Et parce qu'il y avait plein de pilotes, il y avait plein de ceux qui sont plus forts que moi et je peux améliorer mon niveau. Justement, ça te motive à aller être plus fort, être plus performant dans tes rides? Oui. Oui. Vous étiez uniquement sur Auckland ou vous avez bougé un peu sur Bruce est allé à Aotearoa, donc à 2 heures de Auckland. Il a fait la Peiroa aussi. Et on est revenu à Mountain Rider qui se trouve à Auckland même, à Howick. Donc ils ont fait pas mal de routes. Ils ont ridé un peu dans plusieurs terrains. C'est pour ça qu'on est là-bas. D'ailleurs, on est allé pour rider. Et puis l'objectif, bien sûr, on le sait, c'est Cambridge au mois d'octobre. Parce que c'est la plus grande compétition où toute l'île du Nord vient. Et ensuite, tout de suite, bien sûr, les Océaniens. Et juste avant, donc vous allez repartir quand alors prochainement? Alors nous, on vise la Cambridge là, au mois d'octobre. On partirait du 20 au 30 octobre. Bruce a gagné la Cambridge l'année dernière dans les U9 ou U7, je ne sais plus. Et là, il va mettre son petit enjeu dans une catégorie au-dessus, qui va être un peu plus difficile. Mais c'est le but, parce que 2 mois après, tu as les Océaniens où se retrouvent les meilleurs de leur catégorie. Et là, il faut y aller, quoi. Alors Bruce, juste pour terminer notre petite interview, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton palmarès? Ouais, j'ai aimé, j'avais... Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as gagné, fils? C'était 2 fois champion Polynésie déjà. 2 fois champion Polynésie. Coupe de Tahiti. La Coupe de Tahiti. Aito. Et les Aito et... 5 compétitions. 5 compétitions au Auckland. Et ce ne sera pas fini, hein. En tout cas on te suit et bon courage pour la suite. Je veux juste remercier la fédération, Teva, JP qui sont toujours là pour nos riders, qui font le possible pour que nos riders progressent petit à petit. Et puis je souhaite bonne chance et bravo à tous les riders. Merci encore à vous deux. Merci. Et tout le mana, à tous les deux, hein, Bruce et Haruki, ton papa, donc, qui te suit tous les jours, hein, pour cette discipline, Maruru Metei. Et on continue sur l'eau, puisque les rameurs avaient rendez-vous hier à Papeari et là à Toava, organisé par le club Mataheriva. Et près de 400 Aito, toutes catégories confondues, étaient alignés sur la ligne de départ au Motuovini et Désiré Teivao était sur place. Après un hommage rendu aux rameurs disparus l'année dernière, les Aito ont été lâchés sur un parcours de 18 km entre Papeari et Mateia. Et très vite, les Chiléens se sont montrés à leur avantage. Sur la première boucle au Veima et sur la première remontée vers le Motuovini, Chalte Nauri emmène avec lui Yorama Teahu et Reihere Tevayarei. Après la sortie en haute mer, à l'entrée de la passe Haïfa à Mateia, Chalte Nauri est toujours en tête. Cette fois-ci, il a creusé un écart plus important sur un groupe de 4 rameurs où l'on retrouve Kaitaro Fau, Hotu Iterei, Yorama Teahu et Richie Labei. Mais sur les derniers kilomètres, ils ne reverront plus l'homme de tête. Chalte Nauri décroche ainsi sa première victoire de la saison. Avant l'entrée passe du moto, j'ai essayé de pousser pour arriver en premier dans la remontée pour pouvoir faire le break. Et dès que j'avais pris l'écart, j'ai plus réfléchi, j'ai travaillé. Et voilà, je tiens à remercier tous les copains et félicitations à tous les riders d'aujourd'hui. Je voulais aussi dédier cette victoire à ma petite. Et son anniversaire aujourd'hui, 2 ans. Et voilà, je tiens à dédier ça mon cadeau pour ma petite. Derrière le vainqueur du jour, la bataille pour le podium a été intense. Finalement, après une belle bagarre avec Yorama Teahu, Kaitaro Fau prend la 2e place. Belle course, une belle remontée. Après, je me suis dit que la remontée, comme c'est mon point fort, je vais essayer de
de faire la différence sur ça. Hein. Voilà, mais après, les copains, ils ont été coriaces, ils voulaient aussi. Hein. Bon, après, je pense que c'est celui qui a voulu le plus, la deuxième place. Voilà. Non, félicitations en tout cas à tout le monde. Hein. Ça fait plaisir en tout cas de revenir à la presqu'île ramée. Hein. Les rameurs retrouveront samedi prochain la côte Est avec la Coupe de l'environnement. Une course V6 marathon entre Taoné et Mahina. Les espoirs du golf ont également été mis en lumière sur le green d'Atimono avec The Future Champions of Golf, une première au Fénois. Et ce rendez-vous à échelle internationale a réuni une soixantaine de joueurs âgés de 5 à 18 ans avec la participation de golfeurs étrangers, un moyen de faire monter le niveau local. Les détails dans ce reportage. Pendant 2 jours, ils arpentent le green sans voiturette, accompagnés par leurs parents. 2 parcours leur étaient proposés, un 9 trous pour les moins de 10 ans et un 18 trous pour les plus grands. À la clé, une qualification pour la Callaway Junior aux États-Unis. Les 2 premiers de chaque catégorie gagnent une place pour les États-Unis, mais il y a une condition, c'est qu'il faut qu'ils arrivent à jouer moins de 45 coups sur 9 trous et moins de 90 coups sur 18 trous par tour. Cette finale aux États-Unis, c'est vraiment une opportunité pour nos jeunes de voyager et de sortir du circuit un peu local et d'aller tâter le terrain sur les compétitions américaines où il y a tous les joueurs du monde entier qui viennent. 2 joueurs néo-zélandais âgés de moins de 10 ans ont fait le déplacement. Albert et Jordan ont pu se mesurer à nos petits représentants. Mes techniques à moi, on arrache un bout d'herbe, on le lance en l'air et pour voir le vent. Pour l'instant, avec le Néo-Zélandais, on est à égalité. Parmi nos pépites, on retrouve quelques joueurs qui ont déjà un peu d'expérience à l'étranger, comme Nolan Youchiplin, Charles-Édouard Tonon-Duquesne ou encore Teymana Argus. C'était pas mal, c'était assez bien globalement. Bon, il y a des petites imperfections, mais sinon ça va. Mais personnellement, j'essaye de chaque coup en fait essayer de donner le mieux que je peux en fait pour pouvoir après faire un bon score. Prochaine étape pour nos jeunes, les championnats de Polynésie junior le 25 mai à Moorea. Rugby, athlétisme et trail, place maintenant au reste de l'actualité sportive, en bref et en images. Hier soir au stade de Manuura, l'équipe de Paia a affronté le Punavia Rugby Club dans la 3e journée du championnat de Tahiti de rugby à 15. Malgré une tension palpable aux abords du terrain, les Mauves de Manuura ont su gérer la pression devant leur public venu en nombre. Menant 8-0 à la mi-temps, les joueurs de Paia ont maintenu leur supériorité jusqu'à la fin du temps réglementaire. Ils l'emportent sur le score de 15-0. Grâce à cette victoire, l'équipe de Manuura devient leader au classement. Ils étaient plus de 400 coureurs et marcheurs à s'élancer hier à la mission sur le trail Aitosport. Sur le parcours de 12 km, Delby Villa Gongora a parfaitement géré ses efforts pour s'imposer en 58 minutes et 44 secondes. Il devance Damien Trocné et Thomas Lubin. Je me suis passé 3e et puis 2e. Et au début de la descente, j'ai rattrapé assez rapidement mon copain Damien à la descente. Donc je suis passé, j'ai tenté ma chance parce que j'aime bien les descentes et puis voilà, ça tenu jusqu'à la fin. Hier, le stade de la Punaru a vibré au rythme des interclubs. Au programme, des épreuves de vitesse, de lancer et de saut. La compétition a réuni 127 athlètes déterminés à repousser leurs limites. Dans la catégorie cadette, Alessa Yerina Soui a réalisé un nouveau record de Polynésie sur le 200 mètres avec un chrono de 25 secondes et 90 centièmes. L'ancien record détenu par Albertine Teroi-Terei n'avait pas été battu depuis 1972. Kilian Lidek Potatehuatahi enregistre un record personnel au lancer de javelot avec un jet de 61 mètres 29. Au classement des clubs, l'Athletic SC Aroué s'empare de la première place, suivi de près par Central Sport à la 2e place et le club d'Aorei complète le podium. Et ils seront 11 jeunes espoirs de la glisse à porter les couleurs du Fénois lors des mondiaux ISA Junior organisés début mai au Salvador. Mais avant de s'envoler pour l'Amérique centrale, ils ont reçu ce matin de précieux conseils de la part de Michel Bourez, Hirateline Atofa et Jérémy Flores. Le reportage. Là, dans la série, c'est lui qui sauve dans ma série, en fait. C'est ça la pression que vous allez mettre dans tous les autres. Quoi de mieux que les mots d'un ancien pensionnaire du Tour mondial pour se motiver avant les mondiaux ISA. La jeune garde du surf polynésien a été très attentive à chaque conseil prodigué par ses aînés. Des anciennes gloires qui ont notamment insisté sur la cohésion de groupe. C'est une compétition où tu pars avec beaucoup de copains et c'est rare parce que nous, lorsqu'on part, moi quand je partais par exemple, j'étais tout seul.
Il n'y a aucun Thaïsien et moi, aucun ami, je parlais tout seul, je partais tout seul. Et là, tu as de la chance d'avoir tout le monde avec toi, donc il faut utiliser cette énergie en fait à ton avantage. Hein, et c'est ce qu'on leur a fait comprendre et ils ont bien reçu le message. Oui, ils nous donnent de très bons conseils par rapport au niveau de nos échauffements, du positionnement et surtout au niveau de nos boards et le mental aussi qui joue beaucoup dans la compétition. Au Salvador, Steven Pearson sera à la tête d'une belle génération. On retrouve notamment Kohai Fierro, vice-championne du monde en titre chez les juniors. Derrière la surfeuse de Huahine, l'entraîneur en chef de la sélection espère en voir d'autres briller. On a les petits jeunes derrière comme Kiara, comme Liam, et bien sûr, sans oublier tous les autres, hein, les jumeaux, Keo, Mauna, Peyo, les sœurs Simon. On a du beau monde dans cette équipe, ils sont sérieux, ils sont motivés. On attend d'eux un meilleur classement que les années précédentes. Toaoura et Haunui, les jumeaux Haumani, ont déjà eu l'occasion de surfer au Salvador lors de l'édition 2022. Ils avaient été éliminés en repêchage. Cette année, ils comptent faire mieux. C'est très compliqué de se placer et la vague elle est très puissante, donc c'est en notre faveur et je vais aller loin dans cette compétition. Moi, tout ce que j'aime là-bas, c'est surtout la puissance de la vague. Déjà, en plus, on arrive dans la saison des vagues où il y a peut-être minimum 2 mètres, des bonnes vagues et surtout des bonnes conditions. Et je pense qu'on va bien progresser là-bas et bien s'améliorer. Et surtout peut-être chercher une première place. L'objectif pour la sélection tahitienne au Salvador sera de rentrer dans le top 8 au classement des nations. La compétition doit débuter le 4 mai. Les autres, ils existent. Là, nous arrivons au terme de notre édition. Programme ce soir sur votre chaîne à Pyramide, un film de Grégory Levasseur appuie votre émission Capitale. Demain, c'est Athéna Mikam qui prendra les commandes du journal en vous souhaitant une excellente soirée, une très très belle semaine sur Tétinu Télévision. Et bien sûr, on se quitte en musique avec les plus belles images sportives de la semaine. Bonne soirée et prenez soin de vous.